Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de TV 78, l'essentiel de l'actualité locale en 26 minutes. Tout de suite, les titres de ce jeudi 3 octobre. La mobilisation des enseignants aujourd'hui, plusieurs se sont rassemblés dans le département et notamment à Trappes. Action qui fait suite au suicide d'une directrice d'école en Seine-Saint-Denis fin septembre. Elle dénonçait dans une lettre ses mauvaises conditions de travail. L'inauguration d'une résidence sociale à Elancourt. Les Prés accueillent 190 logements pour des travailleurs qui connaissent des difficultés économiques. Les locaux remplacent l'ancien foyer construit sur place dans les années 70. Enfin, le dernier volet de notre dossier sur le cinéma. Le territoire des Yvelines qui regorge de talents du 7e art. Certains ont explosé aux yeux de la France et du monde, d'autres plus jeunes rêvent de grandeur. Zoom dans cette édition. Et on parlera tout à l'heure de l'automne des créateurs à Versailles. Un marché va s'installer ce week-end dans la Cité Royale. Des rassemblements organisés dans toutes les Yvelines en hommage à Christine Renon, cette directrice d'école du 93 qui s'est donné la mort fin septembre et dont les obsèques étaient aujourd'hui, raison invoquée pour son suicide. Les conditions de travail à Trappes devant l'école élémentaire Henri Vallon. Une centaine d'enseignants étaient mobilisés à la mi-journée. Ils ont lu la dernière lettre écrite par la directrice avant son geste. Une minute de silence a été également observée. On écoute les réactions au micro de Mickaël Elmidoro. La situation de Christine Renon témoigne effectivement de ces difficultés des collègues dans leurs conditions de travail et des conditions de travail dégradées et on a l'impression quelquefois que l'administration en fait ne prend pas en compte. Tous les directeurs de Trappes ont ce sentiment. En lisant sa lettre, on a tous eu l'impression qu'elle décrivait ce qu'on vivait et tout peut basculer du jour au lendemain quand on est un peu moins fort. Les autres mobilisations ont rassemblé 150 personnes à Plaisir, au Mureau et à Mantes-la-Ville. Les enseignants qui ont été reçus en délégation intersyndicale par le directeur académique des Yvelines. Ils ont pu exprimer au cours de la rencontre les difficultés quotidiennes rencontrées par leurs collègues directeurs d'école. Autre mobilisation qui se profile dimanche sur un autre sujet, celle des anti-PMA. Laurence Trochu, conseillère départementale des Yvelines et présidente de Sens Commun, sera avec nous tout à l'heure par téléphone pour parler du sujet. Elle a été inaugurée en début de semaine à Elancourt. La résidence sociale Les Prés remplace l'ancien foyer de travailleurs migrants construit dans les années 70 dans la ville. Les logements sont désormais plus modernes et plus fonctionnels. Les détails d'Aurélie Ronze. Voici à quoi ressemblait il y a 3 ans l'ancien foyer de travailleurs migrants au Petit Pré à Elancourt. Aujourd'hui, composé de 190 logements, cette résidence sociale accueille des travailleurs qui connaissent des difficultés économiques. C'est Adoma, société œuvrant pour l'insertion par le logement, qui a dirigé les travaux de transformation durant 24 mois. Les FTM, c'était des unités de vie où on trouvait des batteries de WC, des batteries de douche et des unités de cuisine et avec des toutes petites chambres, des chambres de 7 mètres carrés 50. Aujourd'hui, c'est 190 logements où le confort de tout à chacun se retrouve dans ce logement et on a ce qu'on nomme des logements autonomes. Cette résidence est ouverte à tous. Les habitants y restent généralement pour une courte durée, 2 ou 3 ans. Coût du projet, plus de 12 millions d'euros. Il a été subventionné notamment par l'État, l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines ou encore la ville d'Elancourt. On doit montrer à tous les Élancourtois qu'on est toujours très à l'écoute du social, mais de le marier avec la qualité. Et c'est pas facile dans un contexte quand même mondial difficile, avec tout le problème de l'explosion bien sûr démographique que tous les pays doivent gérer. Ici en tout cas c'est un modèle qualitatif dont on est fier. Dans le cadre de la rénovation de ce quartier, des aménagements ont également été réalisés aux abords de la résidence. Dans le reste de l'actualité, la 42e opération Coup de pouce pour un emploi. Ce job dating se déroulait aujourd'hui au centre Flora Tristan à Plaisir, organisé par l'association Rencontre pour l'égalité d'accès à l'emploi. Une centaine de jeunes présents pour rencontrer des entreprises qui recrutent dans le département dans des secteurs très variés. Les candidats avaient quelques minutes à tête avec un potentiel employeur pour peut-être, à la fin de l'entretien, décrocher une alternance, un CDD ou un CDI. Mathilde Demilly pour les interviews collectées. Évidemment, il faut que ça aille vite, c'est un job dating, donc il faut se présenter très vite, avec le sourire et présenter les points positifs de son expérience. Une fois de plus, il y a une confiance en soi à acquérir et c'est là-dessus surtout que nous travaillons, donner aux jeunes la confiance, qu'ils soient en forme.
Et à propos d'emploi, les Yvelines comptent 3000 entreprises du bâtiment. Pour qu'elles soient au fait des dernières actualités, dernières technologies du secteur, la Fédération française du bâtiment organisait ce jeudi son 2e salon, 60 stands, 10 conférences de la maison connectée aux nouvelles technologies automobiles et des démonstrations avec par exemple un drone qui nettoie la toiture pour aider les couvreurs. L'événement s'est tenu toute l'après-midi à la ferme du Manet à Montigny-le-Bretonneux. Propos recueillis par Marilène Yapichino. C'est un salon du bâtiment, la TechBat, c'est la 2e édition qu'on a fait une année dernière, on a refait une cette année, qu'on a remodifié à la demande de nos exposants et de nos artisans. C'est pour afficher tous les produits nouveaux. Les maisons connectées, ce qui est par drone, mais c'est d'abord pour nos artisans. Et on veut que tout le monde y participe et qu'ensemble fasse une connexion et qu'ils retrouvent notre ADN du bâtiment. Le lieu est ouvert depuis cette année près de la gare de Saint-Rémy-les-Chevreuses. L'Aiguillage, cette maison du tourisme et de l'écomobilité, propose des locations de vélos et de véhicules électriques pour circuler en vallée de Chevreuse. Gwenaëlle Saint-Hilaire. L'Aiguillage, ce nom vous dit-il quelque chose ? L'ancienne maison du garde-barrière de la ligne Paris-Chartres a fait peau neuve pour devenir, en mars dernier, la maison du tourisme et de la mobilité. Elle est située stratégiquement juste à côté de la gare de Saint-Rémy-les-Chevreuses et a pour but de promouvoir l'activité touristique du parc. Gérée par la société Ecox, dans le cadre du pôle écomobilité de la vallée de Chevreuse, elle offre différents services pour les particuliers et pour les entreprises. Alors, il y a 2 activités dans cette maison. Il y a l'Office du patrimoine qui est au-dessus à l'étage, donc qui est vraiment là pour aiguiller tous les touristes qui sont là pour vraiment découvrir le parc. Donc c'est vraiment à but touristique. Et nous qui sommes aussi là pour développer l'activité qu'on appelle écomobilité. Donc entre autres le tourisme à vélo dans le parc. Location et vente de vélos, 90 places de stationnement pour vélos, location de véhicules électriques. La société cherche à attirer le plus grand nombre d'adhérents. Pour cela, elle mise sur une autre facette, la réparation de vélos. Donc on propose 2 grandes familles de vélos qui sont les vélos assistance électrique et les vélos classiques, qu'on peut aussi appeler vélos musculaires. Dans ces 2 grandes familles, on propose des vélos urbains, donc vraiment des vélos de ville qu'on peut appeler aussi des vélos de femmes ou en col de cygne, donc vraiment adaptés pour rouler sur la route, les pistes cyclables. Typiquement quelqu'un qui s'en sert pour aller au marché, enfin voilà, des petits déplacements urbains. On a des VTC, donc ça c'est des vélos un peu plus polyvalents qui peuvent tout aussi bien rouler sur la route, piste cyclable, et sur les petits chemins de terre, ça passe quand même relativement partout. Et on a les VTT, donc là par contre c'est vraiment adapté à une pratique un peu plus sportive, ou en tout cas qui passe beaucoup mieux en forêt. À ça, on rajoute une proposition de siège enfant, 2 petites remorques pour les enfants, et puis bientôt aussi des vélos pour enfants. L'aiguillage de Saint-Rémy-les-Chevreuses vient s'ajouter à une dizaine d'autres magasins répartis sur toute la France et devient ainsi une nouvelle solution pour vos déplacements en vallée de Chevreuse. Je vous en parlais tout à l'heure, les anti-PMA pour toutes les femmes se rassemblent dimanche. 21 associations vont défiler à Paris sous la bannière Marchons Enfants. Bonsoir Laurence Trochu. Bonsoir. Avec nous par téléphone, présidente de Sens Commun, conseillère départementale des Yvelines et aussi élue municipale d'opposition à Guyancourt. Vous avez signé fin septembre une tribune dans Le Figaro pour le rejet de la loi bioéthique dont l'article 1 relatif justement à la PMA pour toutes a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Pourquoi cette mobilisation dimanche? Que souhaitez-vous dénoncer? Alors nous, d'abord, en tant que parti politique, on interpelle les législateurs parce que cette loi, comme vous l'avez dit, elle comporte un article sur la PMA, mais elle va bien au-delà, puisque dans cette loi, on parle aussi de faciliter la recherche sur les cellules souches embryonnaires pour justement envisager peut-être des FIV à 3 par an, des mélanges de cellules animales et humaines. Donc vous voyez, en fait, dans ce projet de loi, c'est un état d'esprit où il n'y a plus de limites éthique, il n'y a plus de limite, en fait, plus d'acceptation de ce qui fait aujourd'hui l'humanité et du coup un dévoiement du rôle de la médecine. La médecine n'est plus là pour réparer les corps, elle est là finalement pour les transformer et c'est là-dessus qu'on veut vraiment alerter.
Alors l'article 1, je le disais tout à l'heure, relatif à l'élargissement de la PMA pour toutes les femmes a été adopté à l'Assemblée nationale. Le texte entier de la loi bioéthique est encore en discussion. Est-ce que du coup cette mobilisation, elle n'arrive pas déjà trop tard, c'est dimanche, cette mobilisation ? De toute façon, le projet de loi, comme vous le disiez, je dirais, est en plusieurs étapes. Donc, ce qui va compter, c'est l'adoption aussi définitive de ce projet de loi. Ce projet de loi, il va ensuite aller au Sénat. Il va être examiné par les sénateurs avant de revenir à l'Assemblée nationale. Donc, vous voyez que c'est un processus législatif assez long. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des associations qui sont réunies en collectif, qui travaillent bien sûr. Mais le travail premier, c'est celui des parlementaires. Et on a vu à quel point ils avaient pu en commission soulever un tas de questions qui avaient été balayées d'un revers de main. Aucun amendement n'a été accepté par la majorité La République En Marche. Et concrètement, même un amendement, par exemple, qui visait à figer l'interdiction des mères, des mères porteuses, de l'utérus artificiel, etc. Tout ça, ça a été balayé d'un revers de main. Alors pour le mariage pour tous, l'adoption du mariage pour tous, il y a quelques années, la Manif pour tous avait revendiqué 1,4 million de manifestants. Dimanche, seulement 200 000 manifestants sont attendus à Paris. Il n'y a pas une crainte que ce combat mobilise moins que pour le mariage pour tous ? Ce qu'on voit, c'est qu'en tout cas, au niveau des parlementaires, certains qui étaient très réticents pour s'opposer au mariage pour tous sont aujourd'hui déterminés à s'opposer à la PMA pour tous. Parce que là, on va toucher vraiment à l'enfant. Et vous savez, on a ce sentiment d'être effectivement dans un engrenage, puisque au moment du mariage pour tous, on nous disait « mais non, bien sûr, il n'y aura pas la PMA ». Aujourd'hui, on propose la PMA et on nous dit « mais non, bien sûr, il n'y aura pas la GPA ». Et en fait, pourquoi n'y aurait-il pas la GPA ? Ce serait une discrimination vis-à-vis des hommes. Les hommes vont dire, deux femmes peuvent bien avoir un enfant, pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas en avoir un aussi ? Donc vous voyez qu'en fait, la question de la filiation, elle dépasse celle de 2013. Mobilisation au programme ce dimanche. Merci Laurence Trochu. Avec nous par téléphone, conseillère départementale des Yvelines, élue municipale d'opposition à Guyancourt également, présidente de Sens Commun. La fin de notre dossier du mois consacré au cinéma dans les Yvelines, le département vivier de talents du 7e art. Nombreux sont ceux qui connaissent aujourd'hui la gloire des festivals et récompenses, mais de jeunes talents rêvent aussi de grandeur. Reportage avec la collaboration de Michael Elmidoro. Les Yvelines, terre de cinéma, terre de talents du 7e art aussi. Isabelle Huppert, Jacques Tati, Guillaume Canet, Bérénice Bejo ou encore l'oscarisé Jean Dujardin, tous sont nés, sont passés ou ont vécu dans le département. La liste de ces acteurs et réalisateurs est très longue et non exhaustive. Et malgré une carrière remplie, certains n'oublient pas leurs racines, que ce soit le trappiste Omar Sy pour la présentation d'un film à Saint-Quentin ou le réalisateur Éric Toledano intervenant dans son ancien collège à Versailles. Il leur arrive parfois de revenir sur leur territoire. Passage obligé, passage porte-bonheur de venir à SkyWest, c'est le cinéma où je venais quand je séchais les cours. Il y a mon lycée qui est juste devant, donc c'est une forme de pèlerinage, quoi. J'ai grandi à Versailles et alors si on est constitué de la ville d'où l'on vient, les expériences à l'intérieur de cette ville, le collège c'est quand même une période très structurante dans la vie. Poutine, il y a un nouveau collègue pour toi. On m'a soi-disant enfermé pour atteinte à l'intégrité physique d'un groupe de personnes, alors qu'en fait c'est juste une agression à la grenade. Lui aussi est originaire de Versailles et à la Côte en ce moment. Alban Ivanov est cette année à l'affiche d'une dizaine de films. À l'instar de Jamel Debbouze et d'Omar Sy, sa carrière a débuté dans l'humour avant de se poursuivre sur grand écran. Moi j'ai voulu commencer acteur, mais ça marchait pas, ça prenait pas à l'époque. Et c'est ce qui fait que je me suis dirigé vers la scène et le one-man show. D'accord. Parce que j'en avais marre d'attendre qu'on m'appelle pour le cinéma et tout. Ouais. Et c'est une fois que c'est ça. Et c'est une fois que j'ai fait le deuil du cinéma et que je me suis vraiment mis à fond dans la scène que le cinéma commençait à s'intéresser à moi. Vous. Mais dans les Yvelines aussi, de jeunes talents. Depuis plusieurs années, le réalisateur Quentin Dupuis se rend au Festival de Cannes pour vendre ses productions. À 29 ans, le Plaisirois a déjà une quinzaine de réalisations à son actif. Raconter des histoires, c'est ce qui a poussé ce fan de George Lucas et Ridley Scott à faire du cinéma. Faire un film, c'est très long, que ce soit un court-métrage, une publicité ou évidemment un long-métrage, mais tout prend du temps et
Il y a beaucoup de jours qui sont difficiles, où on peut douter, comme dans beaucoup de métiers. Donc il faut avoir cette passion-là pour réussir à traverser les jours qui sont difficiles. On ne voit pas forcément l'objectif, on ne voit pas forcément le film fini, on ne voit pas forcément le projet fini. Et se dire non, mais au bout du chemin, il y a le film, il y a l'histoire qu'on veut raconter, qu'on veut montrer aux gens. Coupé, super. Après avoir tourné une publicité au château de Grousset cet été, Quentin Dupuis s'attelle à un autre projet, la réalisation d'un documentaire sur Yacine Haddad, un boxeur de sa salle de sport à Maurepas. Cette envie de montrer un peu l'envers du décor, de montrer ce que c'est qu'aujourd'hui qu'être professionnel de la boxe en France et de montrer, malgré le fait que Yacine soit professionnel, tous les sacrifices que ça représente, de devoir travailler à côté, de quand même en tant que professionnel tu ne peux pas vivre aujourd'hui de ton sport par exemple. L'avenir du réalisateur est fait de longs métrages, 3 sont en projet pour rêver, pourquoi pas, d'être un jour reconnu par ses pairs. À Versailles, les créateurs vont être à l'honneur ce samedi. La Révolution du fait main organise la 3e édition du marché des créations fait main et Made in France. Et pour en parler, les 2 organisatrices, Sandra Coelho et Solène Piaceres. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Vous êtes donc les créatrices de cette société, la Révolution du fait main, qui organise cet événement. Pourquoi justement consacrer un marché aux créations du fait main et aussi aux créations Made in France ? Alors du coup, Solène. Parce que du coup, on aime beaucoup tout ce qui est Made in France, ou des créations locales, et on aime aussi pouvoir mettre en place toute cette organisation et avoir un ensemble en fait de créateurs, tous ensemble en fait, un partage, voilà. Et c'est quelque chose que vous faites au quotidien au sein de la Révolution du fait main, justement. Qu'est-ce qui vous a amené à créer cette entreprise, à mettre en avant justement ces créations fait main ? À la base, on est nous 2 créatrices et le but, c'est vraiment de développer le savoir-faire français et Made in France. Pourquoi il faut le mettre en avant, ce Made in France ? Parce qu'on est de plus en plus des créateurs et on a besoin de faire vivre nos entreprises. Vous l'avez créée quand, cette société ? 2015. 2015. Et donc là, on en est au 3e marché. C'est un rendez-vous qui rencontre un succès à chaque fois ? Tout à fait. De plus en plus, en fait. Les Versaillais aiment beaucoup, en fait. C'est vraiment un point de rendez-vous aussi pour voir les créateurs. Et sur la place du marché de Notre-Dame. On sera au marché Notre-Dame, qui est un lieu phare. Hein. C'est le marché mythique de Versailles. Ça attire du monde. Ça attire du monde. Et puis, du coup, ça montre aussi un autre type de marché, puisqu'il y a le marché normal d'habitude. Et là, c'est vraiment qu'avec des petits créateurs, des pièces uniques ou des petites séries. Et c'est ça qu'on veut montrer, en fait. C'est vraiment le travail des petits créateurs français qui font différentes petites choses, chacun de leur côté. Et on veut vraiment les réunir, en fait. Est-ce que ça se perd, ce fait main ? Est-ce que c'est pour ça aussi que vous souhaitez le mettre en avant, en parler ? Est-ce que c'est des choses qu'on a tendance à oublier, ces créations fait main ? On ne perd pas. Par contre, on est un peu caché par la masse industrielle. Donc le but, c'est vraiment de révolutionner les créations Made in France. Et de dire aussi, sur le fait main, on est sur du qualitatif, non pas forcément sur du quantitatif, mais sur des choses de qualité. Ça, c'est hyper important justement de le notifier, parce que c'est vraiment, encore une fois, de l'unique, du qualitatif. Et c'est pas forcément si cher que ça qu'on pourrait le penser, en fait. Mais il y a aussi un partage avec les créateurs où les clients peuvent venir directement parler avec le créateur, voir comment c'est fait, pour qui c'est fait également. Il y aura combien de créateurs présents pour ce marché samedi ? Entre 70 et 80 créateurs. Très bien. Et vous êtes venu alors avec quelques créations, parlez-nous-en. Est-ce que c'est des créations qui seront proposées samedi, peut-être vos créations aussi ? Alors, les petites couvertures pour les bébés. Donc, du coup, nous avons des paniers, nous avons d'autres choses, bijoux. Je te laisse parler, Solène. Moi, ce que je fais, ça va être des bijoux, des objets de décoration pour les enfants, mais il y aura samedi également de la céramique, des terrariums, du cosmétique. Il y aura vraiment toutes sortes en fait, de différents univers de création qu'on peut représenter en fait, dans l'artisanat. Oui, c'est de montrer que l'artisanat, le fait main, c'est très, très vaste, très large. Exact. Et Made in France, avec cette qualité. Donc du coup, c'est de quelle heure à quelle heure ce marché à Versailles ? Alors c'est de 10h à 18h30, donc samedi 5 octobre. Et il y aura également des ateliers. En fait, on organise également des ateliers. Ça permet aussi de pouvoir faire soi-même du cosmétique, par exemple, qu'il va y avoir. Ça permet aussi de voir comment on peut faire une création par soi-même également. Ça demande beaucoup de préparation. Là, on en est à la 3e édition pour faire venir les différents créateurs où ils viennent facilement. C'est facile de les faire venir sur ce marché. Du coup, la Révolution du fait main, ça existe quand même depuis un certain temps. Donc, on connaît déjà on a déjà un univers. Vous appuyez sur votre expérience. Exactement.
Et donc, plus on partage, mieux c'est. Et de plus en plus, on a de créateurs et de clients aussi. Mais du coup, on essaye de montrer ça à Versailles, mais on a également une boutique au Vésinet qui permet aussi de venir voir les créations, par exemple. Si on ne peut pas forcément venir à Versailles, ce jour-là, on peut également venir à notre boutique de créateurs. Et quels sont les objectifs pour samedi, du coup? Qu'est-ce qui ferait que cette 3e édition soit une réussite? Alors, la première a été vraiment un succès, la 12e également. Et celle-ci, en fait, nous imaginons que ça va être vraiment un réel succès parce que le Versaillais, ils aiment bien le Made in France. Ils sont toujours au rendez-vous quand c'est des événements pour les créateurs. Un mot justement pour les visiteurs qui voudraient venir, pour les attirer? Une sortie en famille, ils peuvent se nourrir sur place. Nous avons un food truck également. Donc, et en plus, il va faire beau. Hein, donc, ça serait vraiment un réel plaisir, un moment de partage. Puis la diversité, surtout, c'est vraiment montrer la diversité. Ils peuvent vraiment trouver des choses qui leur plaisent, en fait. Commencer à préparer les cadeaux pour Noël. Et oui, déjà, ça va arriver vite, Noël. Merci Solène Caceres, merci Sandra Coelho. Je rappelle, vous êtes les organisatrices de ce marché des créations du fait main et Made in France qui se déroule ce samedi à Versailles. C'est au marché Notre-Dame. Et elle nous a rejoint pour son coup de cœur loisir, Mélanie Poquet. Bonsoir. Bonsoir. De la rédaction de TV 78. La Ryder Cup, c'était il y a tout juste 1 an à Saint-Quentin-en-Yvelines. Mais l'agglomération n'a pas dit au revoir au golf pour autant. Dans quelques jours, c'est l'Open de France qui débute. Et ce week-end, les curieux vont pouvoir s'y essayer au golf. Et oui, ce samedi 5 octobre, ce sera la 7e édition de l'événement. Ça se déroule au golf Blue Green sur l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Avant d'en découvrir un peu plus, un mot de Bernard Desban, vice-président au sport. Je crois que la Ryder Cup a fait connaître largement le golf, mais aujourd'hui il faut montrer que le golf est accessible à tout le monde et c'est le but en fait de cette manifestation, c'est de faire découvrir le golf de façon ludique et pour tous, de façon gratuite. Alors les premiers putts seront donnés à 14h avec les ateliers d'initiation qui sont encadrés par les golfeurs de l'ASM Golf. Ça, c'est plutôt pour les débutants, on va dire. Pour ceux qui pratiquent déjà, Agility Golf proposera des analyses et des tests. Et vous pourrez même faire durer la soirée puisqu'à partir de 20h et jusqu'à minuit, le parcours va se faire en nocturne. Le practice sera éclairé et ambiancé par un DJ. Et entre 700 et 1000 personnes sont attendues sur cette journée. Merci Mélanie. Pour ceux qui voudraient relever quelques challenges, des concours sont organisés dès 16h30, notamment un concours de précision, c'est ça? Tout à fait. On retrouve plusieurs idées de sortie dans quelques instants après ce journal, votre émission le 7-8 Loisirs, voilà pour faire le point sur les principales idées de sortie à faire dans l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et aussi dans le département. Merci Mélanie. Pour terminer, plus qu'un mois avant l'ouverture au public de cet événement, la 2e édition du festival Thoiry Lumière Sauvage débute le 27 octobre. Les visiteurs pourront découvrir sur place un nouveau parcours avec plus de 600 lanternes. Plus de précisions avec ce sujet de Manon Varaldo et Rodolphe Blondel. Les petites minces à faire pour préparer près de 600 lanternes réalisées entièrement à la main et recouvertes de tissu. À la tombée de la nuit, elles s'illuminent avec 5000 ampoules LED. Les pièces sont fabriquées à Zhigang, en Chine, où règne la tradition des festivals des lanternes. Je suis allé 2 fois à Zhigang, en Sichuan, en mai et juillet, pour discuter le design du festival, les aspects techniques du projet et comment réaliser toute la partie logistique du festival. Les pièces ont été transportées dans 18 conteneurs avant d'arriver au zoo. Après être déballées, les pièces sont installées. Les visiteurs découvriront près de 600 lanternes, plantes et animaux lumineux. Pour finir au château, une grande scène Renaissance en présence du roi Henri IV est au programme avec des personnages inédits. On a un petit garçon qui fait partie du scène Renaissance sur le parterre du château avec son petit racket et son bal. Pour cette 2e édition du festival Thoiry Lumière Sauvage, c'est un nouveau parcours sur près de 3 hectares avec pour thématique la grande odyssée de l'évolution. 42 scènes sont à voir comme celle-ci. C'est des bateaux de l'époque fin 16e siècle et ça explique un peu, ça raconte un peu l'histoire de la découverte du monde par l'Europe autour de cette époque. Le festival Thoiry Lumière Sauvage est à découvrir du 27 octobre au 8 mars 2020. La première édition avait rassemblé près de 150 000 personnes.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain vendredi, place au 7-8 l'hebdo. Marilène Yapichino et son invité reviendront sur ce qui a fait l'essentiel de l'actualité de la semaine dans les Yvelines. Quant à moi, je vous retrouve dès lundi pour une nouvelle édition du 7-8 journal. Belle soirée sur TV78.